Le football, comme le sport en général, est politique. Il a également un poids non négligeable au niveau géopolitique. Le football, objet de propagande et outil diplomatique pour Mussolini, Franco, Videla ou encore Hitler. Cache-misère pour certains gouvernements en cas de bons résultats des équipes nationales, club racheté et contrôlé par des fonds souverains pour améliorer l'image et le rayonnement international de certains pays, ou encore Coupe du Monde douteusement attribuée à des pays via une corruption avérée de certains dirigeants de la FIFA. Sans oublier, évidemment, nos chers footballeurs qui ont tenté avec plus ou moins de réussite une reconversion en politique. Dans cet épisode, on parlera essentiellement de politique au sens partisan et étatique du terme, et non au sens originel et beaucoup plus large, qui comprend tout ce qui peut impacter la vie de la cité et des citoyens. Sinon, l'épisode durerait littéralement 3 heures. Les relations entre politique, géopolitique et football sont très intéressantes. Il y a pléthore d'exemples et de contre-exemples tantôt écœurants, tantôt inspirants, qu'on va se faire un plaisir d'aborder. Bienvenue dans l'épisode 1 de « Le football peut-il sauver le monde ?» Avant de s'intéresser à ce qui mêle politique, géopolitique et football dans l'histoire très récente, retour dans cette première partie sur quelques histoires connues et moins connues, souvent tragiques, parfois magnifiques mais jamais banales. Commençons par la Coupe du Monde 1978 qui s'est déroulée en Argentine. En 1978, cela fait un peu plus de 2 ans que Jorge Rafael Videla a organisé un coup d'état militaire pour mettre la main sur le pays et par la même occasion mettre en place une dictature. Videla n'est pas forcément la première personne qu'on cite en tant que Français ou Européen quand on parle de dictature, mais il a fait connaître à l'Argentine l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. Les chiffres divergent selon les sources, mais il aurait fait disparaître, entre gros guillemets, entre 10 000 et 30 000 personnes, principalement des Argentins qui s'opposaient à sa politique, ainsi que leurs familles, enfants compris. Il a également contraint à l'exil 1,5 million de personnes et torturé un bon nombre d'opposants politiques. Pour vous expliquer l'atrocité de ce régime, je vais vous raconter quelque chose qui m'a particulièrement choqué en faisant mes recherches. Le régime de Videla pratiquait à l'époque ce qu'on appelle les vols de la mort. Expecto patronum. Pratique utilisée initialement par l'armée française durant les guerres d'Indochine et d'Algérie, les vols de la mort consistent à droguer puis à embarquer une ou plusieurs personnes à bord d'un avion avant de les jeter dans le vide. Il y a encore plein d'atrocités qui ont été commises par cette dictature, mais je pense que ces informations sont suffisantes pour poser le cadre. La Coupe du Monde 1978 a donc lieu en Argentine, alors que Videla est au pouvoir et qu'il est en train de commettre, avec l'appui de son gouvernement, ce qui sera reconnu plus tard par la justice argentine comme un crime contre l'humanité. La Coupe du Monde a été attribuée à l'Argentine en 1966, donc bien avant son arrivée au pouvoir. Les Coupes du Monde comme les Euros par exemple, sont attribués assez longtemps à l'avance, pour permettre aux pays organisateurs de mettre en place les infrastructures nécessaires, que ce soit au niveau sportif, avec des stades et complexes sportifs, ou plus généralement en créant et ou réorganisant des infrastructures routières, des métros, trams, hôtels ou autres, pour permettre d'assurer au mieux cet afflux massif de supporters de toute la planète. La FIFA décide, malgré la dictature en place, de laisser l'Argentine organiser cette Coupe du Monde. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Elle justifie cette décision en expliquant que les préparatifs étaient déjà bien avancés côté argentin et qu'il était compliqué de trouver un ou plusieurs pays organisateurs qui puissent mettre sur pied un événement de cette importance en si peu de temps. Cette décision provoqua énormément de réactions négatives, et notamment un appel général au boycott de la Coupe du Monde qui ne sera malheureusement quasiment pas suivi par les joueurs. Amnesty International placardera même un peu partout en France des affiches avec comme slogan « Lorsque vous applaudirez le 11 de France, les acclamations couvriront les bruits des personnes que l'on torture ». 2 personnes iront même jusqu'à tenter d'enlever le sélectionneur de l'équipe de France de l'époque, Michel Hidalgo, la veille du départ des Bleus vers l'Argentine. Avec le recul, le fait de laisser l'organisation à un pays dont on sait que le gouvernement torture et tue tous ceux qu'il considère comme ses opposants politiques est un véritable scandale. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que la situation que nous sommes en train de vivre actuellement avec le Qatar, où la construction des stades aurait causé la mort de 6500 ouvriers, chiffre avancé par le Guardian en février 2021, est un peu similaire et presque rien n'est fait pour l'instant. Mais on en reparlera dans la seconde partie. Le régime de Videla compte bien sur cette Coupe du Monde pour améliorer son image à l'étranger. Et Videla en personne est allé voir le sélectionneur argentin de l'époque, Menotti, pour lui dire qu'il devait tout faire pour mener à bien sa mission, faire gagner à l'Argentine sa première Coupe du Monde. Mission qui sera accomplie par l'équipe d'Argentine qui gagne sa première Coupe du Monde en battant en finale les Pays-Bas 3-1 après prolongation. Les Pays-Bas qui sont venus en Argentine sans celui qui est certainement le meilleur joueur de leur histoire, Johan Cruyff.
Des rumeurs indiquaient à l'époque que Cruyff ne souhaitait pas participer à cette Coupe du Monde car le régime de Videla est tout ce contre quoi il s'oppose. Bien que Cruyff était un joueur qui n'hésitait pas à prendre position politiquement, notamment contre le franquisme lorsqu'il était au FC Barcelone, il déclarera plus tard que sa non-venue en Argentine est motivée par de toute autre raison. Il souhaitait rester auprès de sa famille qui avait connu une tentative d'enlèvement un an plus tôt. Cette victoire de l'Argentine est également la victoire de la dictature et de Videla. C'est lui, en personne, qui remet la première Coupe du Monde de l'Argentine au légendaire capitaine de l'Albiceleste, Daniel Passarella. Cette image sera visionnée par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Videla ne pouvait pas rêver mieux pour soigner son image et développer encore plus son culte de la personnalité. C'est aussi une démonstration de force parce que, partout dans le monde, sont diffusées des images de la finale dans le stade Monumental dont les 70 000 places sont presque toutes occupées par des supporters de l'Albiceleste, unis comme un seul homme derrière cette sélection argentine venue glaner sa première étoile. Cela laisse donc entrevoir au monde un peuple argentin qui apparaît uni derrière cette équipe représentant l'Argentine, et donc par extension, uni derrière l'Argentine de Videla. Les grosses performances des sélections nationales permettent au gouvernement de ces pays de surfer sur une vague de popularité, mais ça n'arrive pas à tous les coups. Nous avons un exemple et un contre-exemple parfait en France. Le meilleur exemple est la victoire de la France à la Coupe du Monde 98. Jacques Chirac, président de l'époque, voit sa cote de popularité prendre 17 points dans les sondages entre mai et août 98. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Comment ça va? Je disais c'est loin mais c'est beau. Cette augmentation spectaculaire peut être expliquée par plusieurs facteurs. Premièrement, le triomphe de la France black blanc beurre et un sentiment d'union nationale rare dans notre histoire récente, alors que le Front National venait de faire son meilleur score dans une élection législative un an plus tôt. Deuxièmement, Jacques Chirac s'est montré très enthousiaste à chaque victoire des Bleus, allant même jusqu'à féliciter l'ensemble des joueurs dans le vestiaire après la finale gagnée contre le Brésil. Il portait fièrement le maillot de l'équipe de France. Voir le président de l'époque embrasser le crâne de Fabien Barthez en portant une tenue peu conventionnelle pour un président, à savoir le maillot de l'équipe de France, a dû fortement jouer sur la hausse de sa cote de popularité. Et il y a un troisième élément important, la Coupe du Monde se joue en France. Quand on regarde les évolutions des cotes de popularité des présidents après une grosse performance des Bleus en compétition internationale, on remarque que celle-ci augmente lorsque cette performance est sur le sol français. Emmanuel Macron n'a par exemple pas bénéficié d'un boost de sa popularité après la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018 se déroulant en Russie. Pourtant, François Hollande a connu une augmentation de sa cote de popularité de 7 points à la suite de l'Euro 2016 se déroulant en France où les Bleus se sont inclinés face au Portugal en finale. Alors évidemment, en plus de la localisation de la compétition, il y a un contexte en 2016 qui favorise l'augmentation de la cote de popularité de François Hollande. Déjà, même si on ne gagne pas l'Euro, on fait une très grosse performance avec en point d'orgue la demi-finale gagnée contre l'Allemagne dans un vélodrome chauffé à blanc, une première pour l'équipe de France dans une grande compétition. Le contexte politique et sociétal en 2016 est également particulier. Divers attentats ont été commis en 2015 et la question sécuritaire inquiète beaucoup les Français. L'Euro en lui-même se passera finalement sans encombre. Cet Euro est donc une victoire d'un point de vue sécuritaire pour le gouvernement Hollande, alors que de fortes menaces d'attentats planaient au-dessus de l'événement. Du coup, malgré la défaite en finale, cet Euro fut une réussite pour le gouvernement de l'époque, grâce à l'engouement qu'a suscité la réception réussie d'un tel événement couplé à la belle performance des Bleus. Après le triste exemple argentin et celui empli de nostalgie de Chirac et de France 98, il reste un dernier exemple historique dont je voulais parler qui a une mécanique différente des deux premiers exemples. Cette fois, ce ne sont pas des politiques qui vont tirer profit des exploits des footballeurs, mais tout l'opposé. Des footballeurs qui vont prendre leur destin en main et faire quelque chose qui reste à ce jour unique dans l'histoire du football de haut niveau, créer leur propre démocratie. Bienvenue dans la première et à ce jour seule démocratie instaurée au sein même d'un club de football, la démocratie corinthiane. Nous sommes en 1981 et cela fait 17 ans que le Brésil est sous une dictature imposée après un coup d'État en 1964. Dictature qui a causé entre autres la suppression de toute élection au suffrage direct universel et qui n'hésite pas à s'attaquer directement aux opposants politiques. En 1980, les résultats des Corinthians, club basé à Sao Paulo au sud-est du Brésil, sont décevants. Il y a un changement au niveau de la direction du club avec l'arrivée d'Adilson Monteiro, sociologue de 35 ans en tant que président du club. Lorsqu'il rencontre pour la première fois les joueurs, il était censé faire un petit discours de motivation assez classique d'une dizaine de minutes qui expliquait en gros qu'il allait tout essayer pour améliorer les résultats de l'équipe qui sont bien en deçà de son prestige. Finalement, un échange s'installe entre Adilson Monteiro et les joueurs et il durera 6 heures. 6 heures où les joueurs débattent et font des propositions sur ce qui devrait changer sur le terrain, mais également en dehors au niveau de l'organisation globale du club.
Il faut savoir qu'un club de football professionnel a une organisation très verticale et qu'il est assez inédit de voir des joueurs faire des propositions sur l'organisation globale du club, même aujourd'hui. Des suggestions peuvent être faites, mais ne sont pas forcément écoutées, car ce n'est tout simplement pas le travail des joueurs. Les Corinthians finissent par mettre en place un système d'autogestion démocratique, où chaque personne, que ce soit des joueurs, les dirigeants, entraîneurs ou autres employés du club, comme les jardiniers ou le personnel de ménage, a une voix à exprimer pour chaque vote sur des décisions concernant le club. Dans les joueurs déterminants dans ce nouveau modèle, il y a par exemple Socrates, très grand joueur brésilien, aussi connu pour son engagement politique. C'est d'ailleurs en grande partie son engagement pour la mise en place d'une démocratie au Brésil qu'on le surnomme Socrates. Avec ce nouveau système d'autogestion, la première décision qui est prise est de renommer le club, qui s'appellera désormais Notre-Dame-des-Landes. Bon, ça c'est pas vrai. Leur première décision sera de supprimer les mises au vert avant les matchs, puis petit à petit chaque nouvelle décision sera soumise au vote. Du choix du restaurant choisi pour les joueurs après un match, jusqu'au modèle économique du club en passant par le choix du nouvel entraîneur. Il faut souligner quelque chose d'assez intéressant dans cette histoire. Cette démocratie corinthiane vient aussi du fait qu'à l'époque, les joueurs professionnels au Brésil étaient payés quasi exclusivement par des primes trop peu élevées que les dirigeants donnaient de manière assez arbitraire et qui ne constituaient pas un revenu suffisamment élevé et régulier pour que la plupart des joueurs jouant au Brésil à ce moment-là soient à l'abri financièrement. Pour ce qui est de la rémunération et du modèle économique des Corinthians, il y a un grand bouleversement. Une partie des recettes de billetterie et de buvettes sont désormais redistribuées directement aux joueurs, mais aussi aux autres employés et ne sont plus gardées par les dirigeants comme c'était le cas avant. Cette démocratie corinthienne a pour ambition de dépasser le simple cadre du football et d'inspirer tout un pays rongé par la dictature. En novembre 1982 a lieu à Sao Paulo la première élection au suffrage universel direct depuis le coup d'État en 1964. Les joueurs des Corinthians souhaitent marquer le coup et envoyer un message fort. Ils décident de floquer sur leur maillot, à la place de leur nom, une inscription sobre mais efficace, le 15, allez voter. Ça a le mérite d'être clair. Un autre message envoyé par les Corinthians marquera encore plus les mémoires. Les Corinthians jouent la finale du championnat régional face au Sao Paulo FC, autre club historique de Sao Paulo. Historiquement, le club des Corinthians est le club représentant les quartiers populaires de Sao Paulo, contrairement au Sao Paulo FC, qui est plutôt soutenu par la partie bourgeoise, un peu à la manière de la rivalité Saint-Étienne-Lyon en France. Les Corinthians entrent sur le terrain sous les yeux de 88 000 spectateurs et de nombreux téléspectateurs. Ils déploient une banderole avec comme message « Gagner ou perdre, mais toujours dans la démocratie ». C'est un message particulièrement impactant au Brésil, pays où le football est presque une religion. Et c'est assez fou de voir autant de joueurs mettre en avant leur conscience politique, surtout en tant qu'équipe. On voit aujourd'hui de temps en temps des prises de position de la part de footballeurs, mais ça se fait plutôt de manière individuelle. Rares sont les exemples d'équipes professionnelles de football ayant mené collectivement un combat politique sur une durée aussi longue. La démocratie corinthiane finit par s'essouffler ironiquement au moment où la dictature perd en pouvoir. Le départ d'un de ses leaders emblématiques, Socrates pour l'Italie, met un terme définitif à cette expérience unique dans l'histoire du football. Le Brésil sortira enfin de la dictature en 1985. L'exemple de la démocratie corinthiane est pour moi l'exemple même que le football peut être la solution à certains problèmes, et qu'il est peut-être pas si idiot que ça de penser qu'il peut sauver le monde. Cette expérience est certes unique, mais elle a le mérite d'exister. Il aura quand même fallu que les étoiles soient alignées. L'arrivée à la direction du club de quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, avec une formation en sociologie et qui a des principes moraux qui soient adaptés à la mise en place d'un système d'autogestion au sein de son club. Des joueurs impliqués et ayant conscience qu'ils peuvent changer les choses au niveau de leur club, voire au-delà, mais aussi et surtout, un club qui obtient dans ces conditions de bons résultats. Plusieurs historiens du sport s'accordent à dire que la démocratie corinthiane a eu un écho considérable car les Corinthians ont redressé la barre dès qu'ils ont adopté ce système. Si les Corinthians n'avaient pas eu de bons résultats, malgré toutes les choses positives qui découlent de cette démocratie, cette expérimentation serait restée relativement anonyme. Le fait de voir une structure, en l'occurrence un club de football professionnel, qui adopte un système de gestion démocratique, revenir sur la voie du succès et des titres, a donné une autre portée à ce mouvement démocratique. Ça devient l'exemple même que la démocratie est une possibilité viable. Les Brésiliens nés après le début de la dictature n'ont pas connu la démocratie, et n'ont jamais eu l'exemple d'un système démocratique sous les yeux. Là, ils ont la preuve que c'est envisageable et surtout que ça peut marcher. Il y a plein d'autres exemples historiques que j'aurais aimé évoquer comme le Milan de Berlusconi, le Real Madrid étroitement lié à Franco à une époque, le match de la mort entre soviétiques et nazis ou encore le FC Barcelone porte-étendard de la Catalogne. Ce qui permet à toutes ces histoires d'exister, c'est l'incroyable rayonnement du football à travers le monde. En même temps, 4 manteaux et un objet à peu près rond suffisent pour y jouer n'importe où, du terrain vague à la cour de récré. Ce sport, si enfantin en apparence, a pourtant, comme on l'a vu dans cette première partie,
des implications réelles et concrètes dans notre cour à nous, celle des grands. Et si, aujourd'hui, c'était lui qui sauvait le monde? La suite dans la seconde partie. On a mis dans la description des liens vers d'autres podcasts qu'on a fait, ainsi que vers nos pages Instagram et Facebook, beauparleur.studio, beauparleur au pluriel, si vous souhaitez suivre nos prochaines sorties podcast. Vous pouvez évidemment vous abonner au podcast pour recevoir une notification dès que la suite sortira. Et si jamais vous êtes sur Apple Podcast et que vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à laisser un avis positif, ça nous aide beaucoup pour le référencement. À très vite pour la suite.